Voilà, c'est le plateau 2 maintenant, toujours avec mes deux invités, Firmin Tekou-Agbo et Francisco Nampokora. On va passer maintenant à la Côte d'Ivoire. L'année prochaine, c'est-à-dire en 2025, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour une nouvelle élection présidentielle. L'élection devra intervenir au cours du mois d'octobre 2025. Pour le moment, deux candidats se sont... l'un a clairement été désigné par son parti politique, c'est le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo, alors que Laurent Gbagbo est sous le coup d'une condamnation et qu'il empêche donc... la grâce ne lui permet pas donc d'être candidat. De l'autre côté, le parti du président Alassane Ouattara s'est réuni dans le courant de la semaine pour désigner donc Alassane Ouattara candidat pour un 4e mandat, lui demandant d'accepter donc l'appel du peuple Firmin Tekou-Agbo. Vous comprenez cet appel du peuple ivoirien à ce que le président Alassane Ouattara brigue un 4e mandat? Oui, moi je comprends l'appel, c'est un pouvoir africain. C'est un pouvoir africain. C'est comme dans certains pays de par le passé, il y a des gens qui ont demandé, qui ont dit ne se présenteront jamais à une quelconque élection, mais après le peuple leur dit, par exemple, de se représenter. Moi je me rappelle même très bien, par exemple, quand vous suivez, vous rappelez le général Yadema en 99, qui avait dit que oui, c'est une parole de militaire. En 2003, je ne fais pas une minute de plus, parole de militaire, mais en 2003, il y avait des gens qui lui avaient dit, Monsieur le Président, on vous soutient, vous êtes candidat. Donc ici, ce qui se passe, tout d'abord, vous devez savoir que Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. Ouattara va mourir au pouvoir comme Oufoué. C'est un enfant Oufoué et il va mourir au pouvoir. Donc on va chercher toutes les stratagèmes, toutes les stratégies pour l'amener, pour le contraindre officiellement à se positionner candidat. Ce n'est pas quelconque peuple. Même s'il y a des intérêts pour les uns les autres, c'est toute une architecture qui est en train d'être dressée pour contraindre Ouattara à se positionner candidat. Que les Ivoiriens sachent que Ouattara ne va pas partir. Moi je pense que Alassane Ouattara va mourir au pouvoir. Il va mourir au pouvoir pour une chose, parce que Ouattara n'a confiance en personne pour laisser le pouvoir. Ouattara n'a confiance en personne. Ouattara sait comment il est arrivé au pouvoir et pour le moment, la meilleure chose ou la meilleure stratégie pour s'assurer une certaine sécurité, c'est de rester au pouvoir et de mourir au pouvoir. Et donc, ils sont dans cette dynamique. Et il y aura d'autres choses qui seront mises en œuvre juste pour le contraindre. Il va dire, bon, moi, je voulais partir. Entre-temps, c'était la jeunesse. Entre-temps, c'est à vous rappeler, c'était sur le même plateau avec vous. Entre-temps, c'était la jeunesse, il voulait passer la main à une jeunesse, mais la jeunesse, finalement, est décédée. La jeunesse est décédée et après il est revenu. Cette fois-ci, il n'a plus de jeunesse. Peut-être il va dire que moi, mais je ne voulais plus. Mais ce sont des gens qui m'ont demandé, ou c'est la jeunesse ivoirienne, ou ce sont les Ivoiriens qui ont demandé à ce que je rempile encore, ou je me positionne encore. Donc attendons-nous à vivre assez de scénarios dans les prochains jours, dans les prochains mois. Vous comprenez que le RHDP n'a pas d'autres alternatives que Alassane Ouattara? Vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire va devenir très délicat parce que quand vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est le dernier bastion carrément précaré de la France, où la France a encore beaucoup d'intérêt en Afrique de l'Ouest. Donc le jeu va se jouer également beaucoup avec cette France-là qui va vouloir obligatoirement son nom. Et donc, vous vous demandez s'il n'y a pas une alternative. Vous savez, les gens ont dirigé le pays pendant des années. Aujourd'hui, c'est la population qui demande de retourner. Qu'est-ce que lui-même il veut pour son pays? Est-ce que c'est les gens qui vont l'obliger à remplir encore un 4e mandat, sachant que l'autre déjà, les gens ont beaucoup rouspelté et dire que dans tout, pendant 10 ans de pouvoir qu'il avait fait, il n'avait formé que une seule personne, et Bakayoki, qui malheureusement a été foudroyé, sinon aurait été foudroyé par un cancer fulgurant. Voilà. Mais c'est triste pour ces hommes. Il faut le voir lui-même en tant que Ouattara. Il ne tient plus tellement debout.
quand on le voit, on sent que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin, n'est-ce pas, d'aller se reposer avec tout ce qu'il a fait, de voir d'autres personnes le faire. Donc, ce n'est pas sa faute s'il veut sacrifier sa vie pour les Ivoiriens. Il aime tant. Oui, même pour l'humanité, lui, c'est pas bon. Il n'a qu'à prendre la retraite. Donc voilà un problème. Et voilà en face un autre vieillot qui, après avoir fait 10 ans... On va revenir sur son cas tout à l'heure. On a fini ça avec Alassane Ouattara. Oui, donc pour Ouattara, ça fait vraiment pitié que pendant 15 ans de pouvoir, puisque on peut dire que Ahmed Bakayoko était déjà dans les 10 ans après, et 15 ans après, il n'a personne, il n'a aucun jeune qu'il faut proposer, et que c'est les gens qui le poussent à la mort. Donc moi je dis à la mort parce que il y a une vie après le pouvoir. Ouattara peut prendre sa retraite avec tout ce qu'il a fait depuis FMI, tout ça là, et choses. Il a besoin de prendre une retraite et aller se reposer. Je pense que si Blaise Compaoré était encore au pouvoir au Burkina, il serait déjà mort. Vous voyez, c'est parce que le pouvoir fatigue. Il faut le voir, Ouattara même marcher et sa figure. Tantôt, il part en France pour les soins et revenir. Donc, il n'a qu'à voir. Soit il n'est pas en mesure de former les gens et c'est dommage pour lui. En tant qu'un haut cadre, un ancien haut cadre du FMI qui pendant 15 ans n'a eu qu'à former une personne digne de confiance. Donc ça veut dire que tous les autres qui sont derrière lui sont des moutons. Alors, justement, où est passée cette volonté ferme qu'on avait vue en Alassane Ouattara de passer la main à la jeunesse? Elle est passée où, cette volonté? Je sais pourquoi vous posez la question, mais cette volonté en réalité n'a jamais existé. Il a clairement affiché. Oui, il a clairement affiché lors d'un discours. Ouais, mais Ouattara n'a jamais voulu quitter la... Il y a eu Gon. Oui, il y a eu Gon, Ahmed Bakayoko. Non, mais Ouattara n'a jamais voulu quitter la tête du pays. C'est-à-dire c'est un pouvoir qu'il a eu avec beaucoup de difficultés et avec l'appui de la France. Donc, ça aurait été tellement difficile de lâcher ce pouvoir, de le laisser comme cela, avec toutes les difficultés qu'on a eues. Et avec toute cette opposition qu'il a eue depuis les années 90 jusqu'à maintenant, avoir ce pouvoir-là aujourd'hui, dans le sang, et le laisser comme cela partir, non, je ne pense pas. Je pense que moi, j'ai jamais cru en cette, excusez ma bonne foi de Ouattara, de quitter le pouvoir. J'ai jamais cru. Connaissant bien Ouattara, c'est un homme, moi, j'ai une certaine admiration pour Ouattara par rapport à tout le travail qu'il a abattu pour la Côte d'Ivoire. Quoi que les gens puissent lui reprocher, quand vous allez à Abidjan, vous voyez des gens, vous voyez pas, vous voyez toutes ces réalisations, vous voyez un certain nombre de choses qu'il fait, même si on peut dénoncer un certain nombre de choses, au moins il a fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Sportivement, quand on veut parler, il dit qu'il a eu 3 cannes. Une lorsqu'il était Premier ministre, 2 lorsqu'il a été président, une canne que lui-même il a organisée et qu'il a eu aussi. Ça, c'est quelque chose pour la jeunesse. Ouattara, il a un certain bilan qu'il peut défendre. Économique. Oui, économique. Le pays s'est beaucoup développé sous son magistère. Sous son magistère, bien évidemment, le pays s'est développé. Ouattara, il a investi beaucoup. Par exemple, l'année 2023, c'était l'année de la jeunesse. Il investit beaucoup, il injecte beaucoup d'argent dans la jeunesse. Ça, il faut le louer. Donc, par rapport à son bilan, il a travaillé. Mais politiquement, dire que Ouattara a une volonté de quitter le pouvoir, moi je ne pense pas. C'est-à-dire, il nous a joué une scène, tout le monde est tombé dedans. Nous, on n'y a jamais cru. On l'avait dit ici qu'on ne croyait pas. C'est parce que Ouattara savait que Gon Coulibaly n'allait pas bien. Ouattara savait que Gon Coulibaly était un homme malade et qu'on avait interdit à Gon Coulibaly de prendre encore des avions. Que Gon Coulibaly avait un séjour très court sur cette terre. Mais il lui a dit que c'est lui qui allait lui succéder. C'était juste pour une certaine manipulation. Mais vous savez, moi, je ne reproche pas à Ouattara de se positionner candidat. Moi, je ne... Jusque-là, lui-même ne s'est pas encore prononcé. C'est le parti qui lui a demandé. C'est comme ça, ça fonctionne. Oui, c'est ça, en fait. Moi, je ne lui reproche pas de se positionner. Par exemple, le président américain, il est venu au pouvoir à 78 ans. Donald Trump, il va avoir 78. Il cherche à rempiler. Il cherche à rempiler. Donc, ça fait 4 ans, 82, ça veut dire qu'il va faire 4 ans. Et s'il arrive à remplir, à gagner, il va rester au pouvoir jusqu'à 86 ans. Par exemple, un sous-tête de Donald Trump, il va avoir 78 ans.
s'il arrive à être élu. Donc on ne peut pas lui reprocher cela. Mais c'est cette mise en scène au XXIe siècle que moi je dénonce. On n'a plus besoin de cette mise en scène. Si Ouattara lui-même veut être candidat, qu'il aille à la télé et dit je suis candidat et puis c'est fini. On n'a plus besoin de cette mise en scène du XXe siècle. On n'en a plus besoin. Cette jeunesse qui est en train d'évoluer. Il faut aussi que le parti le lui demande et puis qu'il puisse accepter parce que Ouattara, c'est le président du RHDP. L'autre chose aussi, c'est qu'au sein du RHDP, personne n'émerge. Adama Bictogo, on avait pensé un peu à lui à un moment donné, mais lui, il se plaît dans son rôle de président du Parlement. Il n'y a pas quelqu'un qui émerge aujourd'hui. Non, c'est parce qu'ils ont vu que celui qui va émerger, peut-être qu'il ira dans la tombe. Non, mais comme Fimel a dit, il faut que les gens cessent de se comporter comme des mineurs non émancipés et que c'est des voix les partisans qui disent allez, et puis ils vont dire bon, finalement j'accepte. Non, c'est pas normal. Il a évoqué le cas des Amériques. Ouais, ben là-bas, les institutions fonctionnent. Et bien. Et les institutions sont solides. Dans nos pays, les institutions, c'est quoi? C'est applaudir le président fondateur. Ça, c'est pas ça. Donc, on doit évoluer. Il y a des valeurs certainement dans le parti, mais comme il a dit, Ouattara, c'est quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui peut-être veut mourir au pouvoir. Donc, voilà, lorsque quelqu'un va sortir la tête, on risque maintenant de l'enterrer. Sinon, il y a des valeurs dans pratiquement tous les partis politiques, tous les pays. On en voit dans nos pays, il y a des valeurs, mais seulement on ne leur donne pas le premier rôle. On veut toujours leur donner le second rôle. Et c'est ça qui fait que nos pays ne fonctionnent pas. Et finalement, ça aboutit à des coups d'État. Donc, voilà. Mais si vous voulez, je vais ajouter quelque chose. Il faut que peut-être vous allez poser cette question. Il faut que l'on sache que Ouattara sait que les Ivoiriens ne l'aiment pas profondément. Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, tous ceux-là qu'il a promus sont des gens de son ethnie. Ouattara sait profondément que c'est à cause de lui qu'on a créé cette histoire d'ivoirité. Il sait que les Ivoiriens ne l'aiment pas profondément. Et il sait que quand il va quitter dans ces conditions, ça va peut-être lui être difficile. Il y a Guillaume Soro qui est vivant. Il y a Gbagbo qui va. Vous croyez que on va en parler? Vous croyez que Gbagbo a pardonné à Ouattara? Je ne pense pas. Vous croyez que Guillaume Soro a pardonné? Vous voyez par exemple, il y a, moi, je m'étonne du fait que Francisco n'a pourquoi se demande si il y a personne. Ouattara n'a pu s'assurer un certain dauphinat. Mais attendez. Ouattara sait que ceux qui l'entourent, la plupart ne l'aiment pas. Ouattara sait comment Guillaume Soro s'est comporté quand Guillaume Soro l'a quitté. Qui a commencé à parler, pas dire ce que nous avons fait, ainsi de suite. Ouattara que des gens qui sont avec lui ne l'aiment pas profondément. Et tout le monde a peur. Ouattara, c'est un politicien rancunier, c'est-à-dire politique, qui n'oublie pas facilement, qui ne pardonne pas facilement. Donc, il est dans cette dynamique. Il manipule tout le monde. Il sait ceux qui sont là, ceux qui sont avec lui, le connaissent et chacun veut rester à son poste. Peut-être si vous voulez hausser un peu le ton, vous connaissez tout de suite les conséquences que vous subirez. Donc, Ouattara est dans cette dynamique. Moi, je ne lui reproche pas cela parce que les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir, c'était un peu difficile. Il faut le lui comprendre aussi. D'accord. De l'autre côté, on a également l'ancien président Laurent Gbagbo, dont le parti, le PPACI, donc, a annoncé la candidature pour la présidentielle de 2025, même si cette candidature est quelque peu compromise. On pourrait poser toutes les questions qu'on a posées pour Alassane Ouattara. On peut poser les mêmes questions pour Laurent Gbagbo. Au niveau du PPACI, il n'y a pas une autre voie non plus. Et voilà, c'est la triste réalité de nos partis politiques en Afrique. Donc c'est toujours le président fondateur, c'est quand il meurt et le parti disparaît. Sa candidature aussi, elle est très, très curieuse, soit, comme il le dit, c'est pour faire du mal à Ouattara, à son premier adversaire, et sans oublier que dans son parti originaire, il y a eu beaucoup de dissidences. Il y a son épouse Simone Gbagbo, il y a également d'autres, Afin-Guessan, voilà, il y a aussi aujourd'hui, voilà, Charles Bregoudé. Donc, je ne sais pas comment il veut, n'est-ce pas, arriver et à faire, disons, l'unanimité, une majorité autour de lui pour pouvoir aller à ces élections. Encore que il y a cette affaire de condamnation, tout ça là qui est autour de lui. Même quand vous prenez les deux, hein, je prends Ouattara et Gbagbo, c'est la vieille école.
Aujourd'hui, quand on voit dans la sous-région, pratiquement, les gens sont fatigués. Et si je veux bien utiliser l'expression du ministre Doucet, les gens sont fatigués de cette vieille école. Donc, pratiquement, leur candidature est en train peut-être de faire un jeu doux ou bien de donner, disons, la voie à peut-être une troisième candidature qui risque qui est plus jeune, plus jeune mais qui risque de faire mouche. Ouais. Par rapport à Laurent Gbagbo, ça va être beaucoup plus compliqué qu'il soit candidat parce que j'ai parlé de cette condamnation. Il avait été gracié. Donc, ce qu'il souhaite, c'est l'amnistie. Est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara va déférer à cette demande pour qu'il soit candidat, pour que Gbagbo soit candidat? Non, pour le moment, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je voudrais dire une petite chose. Vous savez, moi, la candidature de Laurent Gbagbo, ça ne surprend personne. Mais pour Ouattara, moi, je dis, on peut comprendre. Il faut être réaliste avec le contexte ivoirien. Mais pour Gbagbo, avec tout ce qu'il a subi, s'il usait peut-être d'une certaine sagesse, il ne se serait pas positionné. S'il veut parler véritablement de la réconciliation et de l'apaisement, pour la Côte d'Ivoire qu'il a eu à diriger avec tous les morts qu'on a eus, il peut-être aujourd'hui, il se serait retiré de la tête, où il se dit, il est demain président de son parti, mais il va positionner un plus jeune que lui. Et là, tout le monde applaudirait. Donc, Ouattara, lui, qui annonce sa candidature, il braque déjà Alassane Ouattara. Vous imaginez Gbagbo qui passe une dizaine d'années à la CPI et qui veut être candidat. Moi, je suis président. Mais attendez, si on laisse Gbagbo gagner, moi, je suis à la tête de ce pays. Mais que deviendrait ma vie? Donc, Ouattara est dans cette posture. Par rapport à Ouattara, on peut comprendre. Donc, c'est Gbagbo même qui braque encore plus Ouattara. Gbagbo braque Ouattara. C'est Gbagbo, moi, je lui ai toujours reproché cette... Moi, je ne le trouve pas sage par rapport à un certain nombre de décisions. Tout d'abord, côté privé, la manière dont il a traité sa femme, c'était pas trop cool. Il a commis peut-être les mêmes erreurs que, je sais pas, bon, je voulais parler sur ce terrain. Mais côté privé, il a mal géré la situation. Et aussi, politiquement, il s'en sort pas. Et c'est lui qui braque. Et si les deux se positionnent encore, ça va être une situation difficile. Parce que les âmes peuvent toujours crépiter en Côte d'Ivoire. Mais si les jeunes n'émergent pas, ce n'est pas leur faute. Non, attendez, mais il peut par exemple contribuer à l'émergence. Il peut se dire, vous imaginez si Gbagbo se dit, je positionne celui-là, et si Gbagbo, avec tout l'aura qu'il a, s'il se met derrière quelqu'un aujourd'hui, mais on va voter pour la personne. On ne va pas voter la personne, mais on va voter Gbagbo à travers cette personne. Si Gbagbo même se réconcilie avec Afin Guessan, il dit on positionne Afin Guessan. Vous imaginez ce que ça peut donner? Mais moi je pense que c'est Gbagbo qui braque encore plus la situation. Gbagbo il a quel âge? Ouattara a 82, Gbagbo a 79. Gbagbo est né en 1945. Gbagbo est né en 1945. Mais il veut se positionner, mais je pense qu'il n'a pas appris de l'histoire. Non, mais ce qu'il y a, quand on prend même les deux, vous l'avez dit tout à l'heure, que Ouattara n'a pas confiance à son entourage, oui, parce que quand on voit tout ce qu'il a entouré, hein, même Bakayoko, Gon, Bakayoko, son décès, les gens n'acceptent pas en tant que tel que c'est ça. Et maintenant, vous voyez tout l'entourage, Soro, Guillaume, aussi, tout ça là, et il y a aussi les transfuges de PDCI qui l'ont entouré. Donc, vraiment, il n'est pas bien loti. Et donc, je dis que déjà, quand on prend les deux blocs, Gbagbo et Ouattara, et les camps et les dissidences probables dans le futur, c'est que ils sont en train de baliser la voie à une troisième voie qui, si elle sait, elle peut s'en tirer. Voilà. Non, pas par exemple Blé Goudé, par exemple. Gbagbo peut aider Blé Goudé.
Je ne pense pas. Mais ils se sont toujours pas entendus. Ils ne sont même pas encore rencontrés. Ils ne sont pas encore rencontrés. Pourtant, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ouais. Donc, Gbagbo, avec de son piédestal, il peut oublier et faire table rase de cette situation et appeler son fils. Mais je pense que Blé Goudé, même en parler dans une de ses sorties, il peut appeler son fils. Ouais, quand vous voyez tout ça là, Ouattara, il voit comment il peut amnistier un certain Gbagbo. Il amnistie, peut-être il est foutu. Il fait ses petits calculs. Et présentement, c'est les obsèques du patron de PDC. Voilà. Et qui est le président du PDC actuellement? C'est comment ça s'appelle? Bien sûr. Le nouvel élu. Aliou Tim, voilà. Donc, je crois que il y a un jeu qu'il peut jouer. Mais n'oublions pas, tout peut dépendre aussi de la France. Non, je l'avais dit que la Côte d'Ivoire, c'est la dernière chasse gardée de la France. Permettez qu'on aille avec le dernier sujet, c'est le Togo. On va parler de la météo, sujet beaucoup plus soft. La météo, soft mais très difficile pour beaucoup de personnes. La météo annonce de fortes pluies à venir. Il faut dire que le sud du Togo rentre de plein pied à partir de ce mois de juin. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, donc dans la saison pluvieuse, ces pluies pourraient aggraver la situation d'inondation déjà enregistrée dans les zones vulnérables. Issaou Latifou, qui est le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, appelle les populations à une grande vigilance. Il dit, je cite, « Dans nos prévisions, on a dit qu'il va falloir s'attendre à de fortes pluies car le mois de juin est le cœur de la saison pluvieuse dans le sud du Togo. Ce n'est donc pas anodin qu'on ait choisi le 1er juin comme journée de l'arbre. Au nord, c'est le mois d'août qui constitue le cœur de la saison des pluies. Les populations, surtout celles qui résident dans les zones vulnérables, ont raison de s'inquiéter pour les jours à venir. Mais il va falloir qu'elles prennent des dispositions pour se mettre à l'abri des dégâts ou quitter leur lieu d'habitation, du moins durant cette période de pluie, c'est ce qu'il a déclaré. Les pluies, c'est un phénomène naturel, tous les pays connaissent cela, mais quand il y a pluie, c'est qu'il y a inquiétude parce que, et on l'a vu avec la très forte pluie d'il y a une semaine, beaucoup de zones inondées. Oui, cette histoire, vraiment, c'est très dommage et dommageable parce que nous-mêmes, dès les premières pluies, Tampa Express a déjà fait des sujets là-dessus. Nous sommes beaucoup appesantis sur le bassin de rétention de Léo 2000, où nous avons interrogé beaucoup d'acteurs, même la ministre des Infrastructures et autres. Mais malheureusement, les travaux qui devaient se faire avant le début de la saison n'ont pas été faits. Donc aujourd'hui, tout l'endroit est inondé. D'accord, donc c'est des problèmes. C'est-à-dire que il pleut, on sait qu'il va pleuvoir. Nous avons construit une vingtaine de bassins de rétention, par exemple, à Lomé, que nous n'entretenons pas. Pendant la saison sèche, au lieu de les curer, au lieu de vider et enlever les sédiments, on ne le fait pas. On laisse, c'est au début de la pluie qu'on met des pompes, parce que ces canalisations ne sont pas du tout interconnectées. Je vais vous donner un schéma. Quand vous prenez par exemple la canalisation, le bassin de rétention de Léo 2000 et le bassin de rétention de Deux Lions, les deux bassins de rétention, il faut pomper il faut mettre une pompe. Ils ont mis des pompes qui ne fonctionnent pas, surtout au niveau de Lyon, au niveau de Léo 2000, les travaux sont en cours. Donc, on doit pomper pour l'amener dans les rigoles à 100 mètres. Et c'est là-bas qu'il y a la gravitation. Et les deux bassins convergent vers derrière vous ici. New TV ici, à Pascal Bodjouna. Et ce bassin aussi, on pompe pour amener vers Agbalepedo. Et c'est de Agbalepedo maintenant qui a l'eau peut circuler normalement pour aller au bassin Takassi, Korto, et après maintenant dans les rails de Dogbuavu et autres. Et maintenant, tous ces quartiers le long des rails de Dogbuavu, Djoumassissé,
sont aujourd'hui des quartiers totalement inondés, c'est-à-dire que les gens n'ont plus accès à leur maison. Est-ce que vous voyez? Donc, les précipitations vont arriver et ça va s'empirer, comme la météo le dit cette année, ça va encore augmenter d'un cran. Mais quels sont les travaux que nous avons effectués? Nous avons écouté le chef de l'État, Faure Gnassingbé, il y a quelques années, il était en Allemagne, quand il a dit nous avons beaucoup investi et que les inondations sont définitivement derrière nous. Mais l'investissement qu'on n'a pas fait, on a pris l'argent pour faire de l'à peu près. Donc, on n'a pas construit des égouts, on n'a pas fait des travaux qu'il fallait et autres. Mais ça, je parle juste de Lomé-ça, avec plus d'une vingtaine de bassins. Imaginez le grand marché Hedjranawe. Imaginez qu'à l'intérieur, sur l'esplanade, on a pris une partie pour construire un bassin de rétention. Et alors que quand vous prenez Hedjranawe, ce n'est pas trop loin, par exemple, de la lagune. Vous voyez? Maintenant, quand nous quittons, ça c'est Lomé, ça. Maintenant, allons vers l'intérieur. Vous voyez? On va revenir sur l'intérieur, on va écouter Firmin sur le sujet. Ce qu'on a vu il y a une semaine, on le rappelle, c'était la désolation dans plusieurs communes, des eaux qui sont montées de plusieurs centimètres de haut, des gens qui dans leur chambre ont retrouvé leur lit, leur matelas complètement sur l'eau. Comme le dit Francisco, est-ce que c'est un problème de plan directeur de la ville, des travaux mal exécutés, ou bien c'est Dame Nature qui a envoyé trop de précipitations, qui a eu raison finalement des infrastructures? Non, vous savez, Dame Nature envoie des précipitations en France aussi. Même si on en a connu ces dernières années, ces derniers jours au Brésil, il y a des choses que nous vivons aujourd'hui que les Français ne pourront plus jamais vivre. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons manqué à nos responsabilités. Quand je parle de manquer à nos responsabilités, je parle de l'État et aussi de nous, citoyens. L'État, par rapport à la construction des bassins de rétention, on dit souvent quand on construit des bassins de rétention, il faut mettre en place un système de pompage. Donc, je pense qu'il y a certains bassins de pompage ou de drainage? Non, de pompage. D'abord, un système, on parle de système, une station de pompage. Okay. C'est-à-dire quand l'eau atteint un certain niveau, donc on pompe, l'appareil se met automatiquement en marche et pompe. Et donc, c'est ça qui fait baisser le volume. Et donc, c'est ça qui évite l'inondation de la zone. Donc, vous imaginez, ici, le système de pompage n'a pas été ou n'est pas mis dans tous les bassins. Il y a certains bassins qui ont des systèmes de pompage et d'autres non. Il y a des bassins qui ont peut-être 2 systèmes de pompage, ou oui, si on peut l'appeler comme ça, et d'autres peut-être 1, et d'autres encore non, qui n'ont pas de système de pompage. Donc dans ces situations-là, on ne peut que vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et l'autre chose aussi, il ne faut pas l'oublier, quand je parle de nous, responsabilité, elle est partagée, nous aussi. L'incivisme. Il y a l'incivisme. L'incivisme, il y a des gens qui prennent leur matelas, qui jettent dans des caniveaux, qui des ordures, qui jettent, qui déversent dans les bassins de rétention, et en temps de pluie, ça va être difficile. Pour le drainage, ça va être complètement difficile. Donc, c'est pour ça que je dis, la responsabilité, elle est partagée. Mais au niveau de l'État, moi, je me dis, il y a quelque chose qui nous manque en Afrique. Et je nous reproche ça. Je reproche ça aux dirigeants. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un travail, il faut se donner 50 à 100 ans. C'est-à-dire, il faut de véritables prospectivistes, des gens futuristes, des experts qui savent lire l'avenir. Vous imaginez que, par exemple, ce que nous sommes en train de vivre, les Français peuvent vivre ça, ou des pays occidentaux peuvent vivre ça. Il y a des fautes, on n'a pas de fautes plus. Vous imaginez, bon, il y a comment on les appelle, des vents violents aux États-Unis, ainsi de suite. Mais il y a des choses, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour atténuer, pour apaiser un peu la densité ou l'intensité de ces situations naturelles. Mais ici en Afrique, moi je me dis, quand le chef de l'État dit cela, mais c'est par rapport à ce qu'il avait. Mais est-ce que aujourd'hui peut encore dire cela? Alors, comme nous avons déjà vécu cette situation et qui s'est prononcé, la situation a été vécue en 2008. C'était grave, avec la rupture du pont d'Amakpapi. Et des années plus... Il y a un travail énorme qui avait été... 2007, je crois. En 2007-2008. Et il y a un travail qui a été fait. Par exemple, à Dakpame de 2007-2008, ce n'est pas à Dakpame aujourd'hui. Il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République peut se dire encore que quand des travaux vont se faire, on ne va plus vivre ça? Moi, je souhaiterais que cette situation nous fasse véritablement réfléchir.
que l'État réfléchisse sérieusement sur la question et qu'on engage des gens sérieux, des experts sérieux pour faire ce travail-là, pas pour colmater. C'est-à-dire après la pluie, et puis depuis on va encore vivre la même situation. Qu'on mette en place une équipe qui va véritablement travailler par rapport à la météo, par rapport au bassin, par rapport au plan technique, ainsi de suite, pour que si inondation, il doit y en avoir, peut-être il faut attendre 50 ou 100 ans, pas 2 ans, pas 5 ans, ou pas 8 ans après. Parce que nous sommes en train de vivre, vous imaginez, on va parler de ces pluies-là, ce que les populations doivent, à quoi les populations doivent s'attendre, ce que nous sommes en train de vivre là, mais je me demande comment ils vont s'en sortir. Donc pour vous, c'est véritablement un problème aussi d'incivisme d'un côté, mais aussi d'infrastructure. D'infrastructure. Moi, pour l'instant, je minimise le côté incivisme. Je prends par exemple, attendez, moi je dis je minimise. Je n'ai pas dit j'exclus. Vous prenez par exemple le nouveau marché de Tchévier qui a été construit, qui a mis Matela dans les choses. Ils n'ont pas prévu même l'assainissement du marché. Et Firmin vient de parler de cette histoire de pompage. Ça, il faut exclure ça des systèmes. C'est-à-dire qu'un bassin qui est assisté par la mécanique, quand on sait que les machines peuvent tomber en panne, le carburant qu'il faut mettre là-dedans, on connaît même la mentalité même des gens qui doivent l'entretenir. Au lieu de mettre le carburant, ils vont aller vendre. Vous comprenez? Et je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez Oba, Eda Oba, dans le quartier Eda Oba, à l'époque, nous on était au collège, c'était des inondations très régulières. Parce que à un moment donné, on a construit un bassin de rétention avec un système de pompage, comme tu l'as dit. À l'époque, ce n'était pas abondant à Lomé. Mais chemin faisant, vers 2010, après l'arrivée de Faure au pouvoir, qu'est-ce qui a été fait? On a dû creuser, disons, une rigole en bonne et due forme qui est passée sous la route pour aller déverser l'eau dans, comment l'appelle-t-on, dans la lagune. On a abandonné le pompage. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, de façon naturelle, à UKO, tout ça là, à côté, il y a, disons, une rigole qui est passée sous-sol. Donc, on n'a pas besoin de construire des bassins de rétention et mettre là-dessus les pompages. C'est de l'économie qu'on doit aussi se faire. Mais pourquoi on ne peut pas faire des égouts au Togo? Le plan directeur du Togo, il en a parlé, de Lomé, c'est bien précis. Il n'y a que 2 endroits où on peut déverser de l'eau. Vous savez, quand vous allez et vous prenez la route de Baie, UKO, Mèche Amina et Baie, vous passez la lagune. Vous voyez qu'il y a un local vitré dans l'angle de rue. C'est-à-dire que quand vous voulez finir la lagune, vous savez ce que c'est? Voilà, vous savez ce que c'était? Voilà, c'est là-bas qu'on vérifiait le niveau de l'eau de la lagune et qu'on ouvrait pour avoir les dégagements vers la mer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ça, on l'a fait avant 1980. Et après, le système n'était plus fonctionnel, c'est en panne. Les égouts qu'on avait construits, on ne les a pas entretenus. D'autres ont dit au niveau de Boka qu'on a dû venir mettre les bétons pour éviter que les terroristes de J.Christ Olympio ne viennent au camp hérité. Donc, du coup, on a brisé ce système de dragage, d'assainissement qui amenait l'eau vers la lagune. Donc, l'option aujourd'hui, c'est de réélargir cette lagune-là. Vous voyez, depuis l'hôpital, vous voyez Boka, on a fait une route. Pourquoi ne pas faire les ponts qui vont quitter depuis l'hôpital pour venir se déverser et creuser là où vous avez construit votre histoire de cinéma, de conneries, station de sable. On élargit le domaine jusqu'à joindre à Betoba, comme on le dit. Et ça fait un grand creuset où même les bateaux-bus vont circuler. Ça veut dire que nous aurons au moins 3 ponts, jolis ponts qui vont rentrer quitter Tocoin et choses pour aller. Il y a l'autre option. Non, vous avez parlé de plan directeur. Ça existe. Et je vous dis que il y avait
des stations de pompage Oui, de l'eau vers la En mer. même temps, là où moi je voulais en venir, quand vous dites ça, ça tient, mais j'ai envie de dire, ça va demander, ça va impliquer beaucoup d'autres choses, parce que les choses sont déjà là. Et il faut tout remettre en cause, redéfinir un nouveau plan directeur ou c'est déjà c'est l'existant. Ça, le plan est là, mais les gens s'étaient exécutés à un moment donné, on a arrêté. Au niveau du bassin de Zio, derrière nous, devait recueillir les eaux de la dépression de Tokoin jusqu'à vers Zio. Mais il faut creuser. On a dit que Gaddafi a fait fleuve artificiel de combien de kilomètres? Mais pourquoi pas nous? C'est une question de vision. Vous voyez toute la zone de Diagbé, tout ça là. Quelque chose. Il faut travailler pour amener l'eau. Donc on construit des égouts et on laisse cette histoire de bassin de rétention. En fait, c'est les seules solutions pour le mais sinon, on va étendre. Je vais vous dire, il n'y avait pas 10 bassins de rétention en 2010. Mais aujourd'hui, on est plus de 24 bassins. Et le pire, ce qu'on a fait comme troisième lac, que la FD a financé sans faire la protection du bassin. On ne peut pas construire un tel bassin en Europe sans faire des protections. Là, c'est pourquoi on ramasse les morts dedans tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a des travaux. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de faire systématiquement les routes comme on est en train de faire. C'est comme vous ne vous êtes pas lavé, mais vous avez mis du parfum et vous avez mis du paroda. Non, prenez le temps. Ça passionne beaucoup Firmin, mais moi, Francisco, mais ce que je voulais, quand il fait son développement, c'est la question des caniveaux qui m'interpelle aussi. Quand on regarde les caniveaux qui sont construits, je ne sais pas qu'est-ce qu'on craint pour ne pas les élargir. Ok. C'est pourquoi je parle. Non. Laissez une fois, je vais fasciner Firmin. Vous voyez, c'est pourquoi c'est pourquoi on parle de goût. Aujourd'hui, ce qu'on construit, moi je les appelle les rigolettes. Ce ne sont même pas les rigoles. Je vais vous dire, quand vous prenez la voie Tokoin-Trésor, pour aller à la lagune, le Togo, c'est-à-dire qu'il y a ces rigoles-là de latérales, 1, 2, mais ces rigoles recueillent de l'eau avec des pièges à sable et des pièges à ordures. Donc, ces ordures que les gens jettent, au fait, ne vont pas rentrer. Donc, au milieu de la route, en profondeur, on a disposé des buses. C'est-à-dire que à 3-4 mètres de profondeur, il y a des buses qu'on a installées. Et ces buses, vous pouvez rentrer dedans, filmer, marcher avec votre taille jusqu'à arriver à la lagune. Donc, les rigoles permettent de recueillir l'eau et l'eau est déversée. Et l'eau, c'est-à-dire après avoir enlevé le sable, est déversée dans les buses et les buses acheminent jusqu'à la lagune. Ça a été fait au niveau de, comment vous l'appelez, Tokoin Hôpital, la route des baies, toutes ces routes avaient été, voilà, même, comment on l'appelle, circulaire, le boulevard circulaire. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de ces camps, les gens ont eu l'idée de fermer, de bétonner les choses pour que les terroristes ne rentrent pas et autres. Donc, on a brisé ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, aujourd'hui, on fait les routes. On fait juste les rigoles de part et d'autre. Donc, il n'y a pas ce système d'égout qui doit transporter alors que on laisse des espaces au milieu de la route vague. Alors que quand vous allez au Ghana, quand vous allez au Ghana, pays dont je voulais faire un exemple, quand vous regardez leur rigole, c'est de taille. Quel problème nous on a? Le problème qu'on a, c'est que des fois j'ai l'impression qu'on veut faire encore des choses comme si on était dans les années 70. Quand on voyait les mesures ou la qualité même des travaux qu'on fait, surtout quand on construit des routes avec les caniveaux qu'on construit, vous dites qu'on est encore, les gens pensent qu'on est encore au XXe siècle. C'est-à-dire, on ne voit pas que le monde a véritablement changé. Vous imaginez, il y a des moments, lui, il était, je me disais qu'il lisait un peu dans l'avenir en parlant du 1er juin. Aujourd'hui, en parlant du 1er juin, c'est l'environnement. Ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux qui construisent des bassins, ceux qui construisent
des caniveaux, aujourd'hui, ne sont pas ceux-là qui arrivent à lire l'avenir. S'ils incluaient, s'ils intégraient... les prévisions sont là. Mais est-ce qu'ils tiennent compte de ça? Est-ce qu'ils lisent vraiment comment le monde évolue? Est-ce qu'ils lisent vraiment la dame nature? Quand on parle de réchauffement climatique, est-ce que les gens intègrent ça dans leur plan de travail? Je pense que c'est tout ça là qui fait. Et puis, regardez, on ne peut plus faire... À l'époque, moi je pense qu'en 2005, la population togolaise était à 5 millions. Lomé était à 1 million. Vous imaginez? Aujourd'hui... J'ai l'impression quelquefois qu'on travaille comme si Lomé était à 500 000 habitants. Alors qu'on a la population a considérablement évolué. On ne tient pas compte de ça. C'est ça, au fait, moi je dis. C'est-à-dire, on ne lit pas l'avenir. On ne fait rien. On ne tient pas compte des générations futures. On peut faire juste un travail pour dire 5 ans, après on a le même problème, ou 5 à 10 ans après on a le même problème. Par exemple, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Quand on parle de délestage aujourd'hui, moi je pense que s'il y avait un travail qui avait été fait de façon plus sérieuse, pour tenir compte de l'avenir, peut-être 50 ans, 100 ans, on ne serait pas en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on a connu le délestage de 98, on a connu le DSA de 2006 après l'arrivée de Fonia Singh au pouvoir, et regardez encore ce que nous sommes en train de vivre. Donc moi je dis, on ne tient pas compte de l'avenir, on travaille comme si le monde s'arrêterait aujourd'hui. C'est ça notre problème fondamental. Et puis, moi je tiens toujours à cet esprit de civisme. On ne forme pas. C'est-à-dire, on ne forme pas. Il faut que l'État nous aide à former. Nous, par exemple, nous qui sommes aussi... qui avons des associations avec notre centre de recherche, nous faisons assez de rencontres pour appeler les gens au civisme et au patriotisme. Vous imaginez, les gens n'ont pas été habitués à ces histoires de caniveaux, à ces histoires de bassins de rétention. Vous leur imposez cela, le gars il est chez lui, et du jour au lendemain, il prend son matelas, il jette. Ça, c'est la formation, c'est des choses que nous avons découvertes. Moi, j'ai toujours dit qu'en réalité, si on n'allait toujours pas à s'en sortir, c'est parce que le modernisme, c'était pas notre. Donc, on nous l'a imposé. Maintenant, comme on nous l'a imposé, il faut qu'on nous apprenne les mécanismes du modernisme. La formation est tellement importante. Maintenant, le fait est que les prévisions annoncent que le mois de juin va être un mois très riche en pluie. Les solutions que vous proposez, c'est pas d'ici demain. Donc, quel mécanisme de résilience pour les populations? Toujours se préparer à quitter les maisons entre mai, juin et juillet et d'y revenir après. Ce n'est que ça qu'on a? Tout d'abord, un bémol encore sur ce que Firmin a dit. Nous avons de bons techniciens au Togo. Mais je vais vous dire, le problème du Togo, c'est que tout ce que nous faisons comme travaux, c'est plus politique que technique. Je ne sais pas si vous voyez. Sinon, les techniciens savent qu'il faut faire l'assainissement, qu'il faut faire le drainage de l'eau. Mais on dit, l'argent n'est pas beaucoup, on fait ci, on a besoin de satisfaire tout le monde. Alors qu'on peut prendre 5 ans pour faire l'assainissement, faire 5 ans pour faire les routes. Ça, je te le dis parce que je suis très impliqué dans ce truc-là. C'est pas aujourd'hui. Ok? Donc maintenant, vous avez posé et je vous ajoute que au Bénin, à Cotonou, lui-même, il est connaisseur de Cotonou. C'est la zone de bas-fond. Mais le Bénin a fait un programme sur... ils ont un programme Vision 2050, je crois, mais où tout est intégré. Aujourd'hui, ils sont en train de résoudre ce problème d'inondation à Cotonou. Ils ont fait des caniveaux, ils ont fait des connecteurs qui sont en train de sortir dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Et nous aussi, on est déjà une ville construite. On peut, s'il y a la volonté politique, d'y arriver. Maintenant, quand vous dites qu'est-ce qu'il faut faire, il y a un ministre dans ce pays, il était ministre de la Sécurité, qui disait que si vous êtes inondé, allez chez votre voisin. Comme si le voisin n'était pas concerné par l'inondation. Agadassi. Mais, attendez, on nous a même construit en temps un camp des naufragés. Et on s'est dit à l'époque, moi j'avais fait un article, il dit mais comment est-ce qu'un État peut décider que périodiquement, c'est-à-dire que chaque année les gens vont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à résoudre le problème d'inondation. Voilà, c'est ça. Vous avez parlé de moyens. Je vous ai donné le cas du Bénin, de Cotonou, où ils sont en train de régler le problème. Nous avons les moyens, un État se donne les moyens de sa politique. Donc on peut y arriver. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas faire tous ces travaux en 2 mois. En chose, mais la pluie est en train d'arriver. Tout ce qu'on peut dire, c'est de demander aux gens qui sont dans des zones à risque de déménager. Si on peut leur ouvrir les centres là,
qui sont même déjà, je crois que d'autres personnes ont déjà pris, voilà, pour chose, si on peut leur ouvrir le centre, mais ça ne peut pas contenir autant de personnes parce que le problème est encore plus grave. Et quand nous parlons des gens de Lomé, comment on va parler des gens qui vivent au bord des cours d'eau comme le Mono, et comme l'Akara, et voilà, et Oti, parce que il y a beaucoup de zones identifiées à l'intérieur. C'est-à-dire que là-bas, c'est pas Lomé, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas de choses, les gens ne voient pas. Mais aller à Dankpen, dans l'Akara, c'est aussi des problèmes. Les gens doivent quitter les champs, alors que nous sommes en pleine saison agricole. Donc, il faut voir comment tout cela va impacter sur non seulement la production agricole, la vie des gens. Nous sommes en temps des examens. On a eu aussi beaucoup d'écoles inondées. Hein. Oui, des examens. Donc, il va falloir que, au moins cette année, on peut dire que c'est tard. On peut encore continuer avec les solutions D. Mais la solution D, ou bien, comme on le dit, oui, c'est ça la D. Voilà. Solution D. Système D a ses limites. Il faut aller vers les dimensions de vision. Alors maintenant, pour les populations elles-mêmes, c'est sauf qui peut ou l'État doit accompagner? Non, moi je dis l'État. Qu'est-ce que la population peut aujourd'hui? Et je pense que l'État a déjà commencé. Il y a l'Agence nationale de la protection civile. Qui a un numéro vert 170. Si oui, qui est mis en place. On est en train de mettre en place des centres où des gens se mettent déjà ensemble. Qu'est-ce que la population peut aujourd'hui? C'est-à-dire si dans toute votre zone, vous êtes inondé, chez qui vous pouvez vous rendre pour vous sauver? Moi je pense que c'est l'État qui doit accentuer sa politique pour pouvoir aider les gens, surtout par rapport aux élèves. Par rapport aux élèves, à ceux-là qui vont aux différents examens, il faut les aider, il faut régulièrement, il faut tout d'abord, par exemple, ce qu'on a fait en 2008, 2007, 2008, avec ce qu'on avait vu à Dakpam et autres, on a vu comment l'État s'était impliqué véritablement. Donc, si l'État encore peut s'impliquer et mettre en place des centres de circonstances, pour le moment, c'est des situations circonstancielles. C'est des situations circonstancielles, mais il faut mettre en place une équipe qui pense déjà à l'avenir. Pour qu'en 2025, qu'on ne vive pas la même situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut que l'État se mette en action. Il faut refaire de grands travaux, de sérieux grands travaux, avec de techniciens sérieux pour qu'à l'avenir, on ne vive pas les mêmes choses. Regardez, moi je dis, le Togo, c'est un petit pays, c'est qu'à 6600 km². Avec 8 millions d'habitants, ces situations, on peut facilement les éviter. Si on a une bonne volonté. Mais je pense que le gouvernement actuel, le président de la République, avec tout son gouvernement, on voit un peu comment on s'active à ce niveau-là. Je signale que le président actuel, c'est lui qui est là depuis presque 20 ans. mais c'est il a tout. Il veut parler de la 5e République qui va tout changer. Mais écoutez, il suffit pas de créer les agences. D'accord? Pour annoncer des nouvelles, il faut doter ces agences de moyens. Par exemple, il y a des zones aujourd'hui, il faut des pirogues, il faut des petits bacs pour aller chercher des gens qui sont dans des zones. L'agence doit disposer de moyens. L'agence doit disposer de moyens, moyens financiers, moyens matériels, moyens humains. Parce que vous allez voir aussi, il n'y a pas suffisamment de gens, de personnel qualifiés pour intervenir. Parce qu'il y a aussi l'autre aspect qu'on n'a pas touché. Quand il y a ces inondations, il y a les maladies, les bestioles. Les bestioles, oui. Mais là où je vais encore pousser un bémol, c'est les conducteurs de taxi-moto. Que font-ils? Il pleut, bassin de rétention, ils s'en vont laver moto là-bas. Mais je ne peux pas comprendre comment est-ce que l'homme peut être aussi sale. C'est-à-dire que l'eau de ruissellement, où certains même ont largué leur WC, leur cuisine, leurs choses dedans. L'eau a ramassé des choses, des poubelles. Pour venir dans le bassin. Tant que ça peut assainir la moto, bon. Non mais attendez, c'est avec la main, que la main il plonge dedans. Ils n'ont pas de dignité pour même ce qu'ils transportent, c'est pas normal. Ils vont comprendre. Francisco Napokura, merci d'être passé. Puis Maître Eko, merci à vous aussi. Merci Samuel. Merci à tous et passez un excellent week-end.